Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se poser une question qui revient sans cesse dans l'actualité, presque comme un refrain un peu tragique. Oui, toujours la même. Pourquoi les coups d'État continuent de secouer encore et encore certaines nations africaines? Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on a une source qui ne marche pas ses mots. Ah ça, on peut le dire. C'est la transcription d'une analyse assez percutante de la chaîne YouTube For You Media Africa. Et je le précise tout de suite, notre but, c'est pas de commenter le dernier coup d'État en date. Non, c'est de comprendre le fond, exactement, de plonger dans les racines du phénomène. Parce que la source, elle avance une thèse, coup de poing. Le problème viendrait pas de la popularité d'un dirigeant, mais d'un mal bien plus profond. Un manque de solidarité nationale. Oui, et c'est une thèse qui bouscule, en effet. Parce qu'elle nous force à écarter le réflexe habituel, C'est-à-dire, le réflexe de tout lire à travers le prisme de la confiance, quoi. Est-ce que le peuple, est-ce que l'armée soutient encore son chef? L'analyse qu'on a là nous dit, oubliez ça un instant, regardons la structure. les fondations de la maison. C'est ça, elle propose un diagnostic structurel lié à l'héritage colonial et à ce qu'elle appelle une fragilité du sentiment national. Et pour nous faire comprendre à quel point c'est déterminant, elle fait des comparaisons très directes avec d'autres régions du monde. D'accord, alors allons-y. Le point de départ de cette analyse, c'est une tentative de coup d'État, celle qui a été avortée contre Ibrahim Traoré, au Burkina Faso. Et d'emblée, l'intervenant de la vidéo, il martèle une idée à contre-courant. Oui, il dit en substance, le problème c'est pas de savoir si l'armée ou le peuple fait confiance au capitaine Traoré, ça c'est la surface. Le vrai mécanisme, la vraie raison pour laquelle ces complots peuvent même exister, est ailleurs. Exactement. Il nous dit de regarder sous le capot. Et ce qu'il y décrit, ça relève moins du grand jeu politique que de la transaction quasi commerciale. C'est assez cru. Ah oui, La source dépeint le coup d'État comme une affaire de corruption, un deal. Un individu, souvent un militaire haut gradé, est approché et on lui offre une somme d'argent considérable, une meilleure position. En échange, il organise une conspiration. c'est ça, c'est direct. La citation est très directe, elle dit « Le premier militaire à qui vous montrez des millions, il dit « Ok, on va voir ». C'est un renversement complet de perspective. On pense toujours à des grandes manœuvres géopolitiques, à des questions de légitimité, et là la source nous dit « Non, non, suivez l'argent ». C'est ça. Ça rend la chose à la fois beaucoup plus simple et infiniment plus cynique, quoi. Tout à fait. Ça déplace l'analyse. On quitte le terrain de la légitimité politique pour entrer dans celui d'une vulnérabilité individuelle. Mais une vulnérabilité qui est systémique. C'est-à-dire, Si un individu peut être acheté pour renverser l'État, c'est que l'État lui-même a une faille structurelle. Ça transforme un acte qui devrait être éminemment politique en une simple transaction. Et ça, ce n'est possible que s'il n'y a pas de garde-fou moral, de sentiment patriotique plus fort que l'appât du gain. d'accord. C'est cette faille que la source nomme la caractéristique de l'État néocolonial. C'est glaçant. Ça veut dire que la loyauté de l'institution la plus puissante du pays, elle peut être mise aux enchères. Et pour bien nous faire sentir ça, la source propose une comparaison assez radicale. Oui, l'image est très forte. L'intervenant affirme qu'il serait, selon lui, impensable de corrompre un général français pour renverser Emmanuel Macron. Même au plus fort de l'impopularité. Il le précise bien, oui, même quand les critiques fusent de toutes parts. Alors, la question est évidente, hein. Pourquoi cette différence? Qu'est-ce qui agit comme un bouclier invisible dans un cas et qui manque dans l'autre? Et la réponse de la source, c'est ça. La solidarité nationale. Précisément. Et ce qui est fascinant, c'est la façon dont il l'a décrit. Ce n'est pas de l'amour ou du soutien pour la personne au pouvoir. Au contraire, non. C'est autre chose. Il dépeint un scénario de crise majeure, une menace de déstabilisation. Et là, il dit que toute la classe politique, et il insiste, de l'extrême gauche à l'extrême droite, mettrait ses différents côtés et se rangerait derrière le chef de l'État. Le fameux esprit républicain. Imaginez le tableau. Les pires ennemis politiques qui se retrouvent, non pas pour chanter les louanges du président, mais pour défendre une seule chose, l'institution, la République. C'est un réflexe de survie collectif. C'est une affirmation très forte sur la France. On pourrait objecter que l'histoire française a aussi ses secousses. Mais si je comprends bien, la différence fondamentale que la source pointe, c'est pas l'absence de tension. Non, C'est qu'on ne verrait pas un opposant faire appel, disons, à une puissance étrangère pour financer un renversement. C'est cette ligne rouge-là qui est infranchissable. vous mettez le doigt dessus. C'est exactement la ligne rouge de ce qu'on pourrait appeler le pacte national. Même dans le désaccord le plus violent, on ne touche pas à la structure, on ne joue pas avec le feu. Et l'argument, c'est que cette ligne rouge est floue ailleurs. Voilà.
Elle est floue, voire inexistante, parce qu'elle n'a jamais été vraiment tracée dans l'histoire collective. Ce ciment, cette cohésion face à la menace, ferait défaut, et ça rend ces États, pour eux, vulnérables. D'accord. Le diagnostic est posé. Manque de solidarité, porte ouverte à la corruption, à la déstabilisation, mais ça ne sort pas nulle part. Alors, comment on en est arrivé là? La source nous emmène dans un véritable cold case historique, j'imagine. Oui, on quitte le présent pour comprendre le poids du passé. Et l'analyse avance deux arguments historiques majeurs. Deux péchés originels, en quelque sorte. Le premier? Le premier, c'est une figure qu'il nomme le colon à la peau noire. L'idée, c'est qu'au moment des indépendances, les puissances coloniales n'ont pas juste plié bagage. Elles auraient organisé leur départ en s'assurant de laisser le pouvoir à des dirigeants locaux bien choisis. Et j'imagine pas pour leurs compétences, loin de là. Selon la source, ils ont été choisis sur deux critères. Ils devaient être les plus malléables pour continuer à servir les intérêts de l'ancienne métropole, et, c'est la partie la plus terrible, les plus violents vis-à-vis de leurs propres frères. C'est une bombe à retardement institutionnel. Exactement. Dès le premier jour de l'indépendance, le pouvoir n'est pas perçu comme une émanation du peuple, mais comme la continuation de l'ordre ancien avec un nouveau visage. Le contrat de confiance est brisé avant même d'avoir été signé. C'est terrible ça. Ça installe une méfiance fondamentale entre le peuple et un État qui n'est pas vu comme le nôtre. Mais ça n'explique pas encore pourquoi c'est spécifiquement l'armée qui est l'outil de ces renversements. Est-ce que la source attaque aussi à l'institution militaire? Absolument. Et c'est peut-être l'argument le plus dérangeant de toute l'analyse. Elle s'attaque à l'image d'Épinal des armées coloniales. C'est-à-dire? On imagine souvent des régiments de soldats blancs venus d'Europe pour combattre les populations africaines. Or, l'intervenant martèle que cette vision est fausse. Il affirme que ces armées étaient en réalité faites d'Africains. Le mécanisme était simple et diabolique. Expliquez-nous ça. Il donne un exemple concret. Un officier blanc s'installe dans une ville côtière, disons Douala, au Cameroun. Il ne vient pas avec un bataillon, il recrute sur place, parmi les populations locales. D'accord. Et ce sont ces recrues africaines qui vont ensuite être envoyées dans l'arrière-pays pour mater les résistances d'autres Africains, pour imposer l'ordre colonial par la force. Le commandement était blanc, mais la troupe, la force de frappe, était locale. Donc une armée de mercenaires sur son propre sol, en quelque sorte? C'est exactement l'idée. Et ça change tout. L'uniforme, qui devrait symboliser l'unité, la protection du peuple, devient dès l'origine un symbole de division, de soumission à une puissance extérieure. Le poison psychologique que ça doit représenter. Vous imaginez, l'armée n'est pas née comme le bouclier de la nation, mais comme le marteau des intérêts étrangers. C'est un héritage incroyablement lourd. Le tableau est sombre. On a une méfiance envers les dirigeants et une armée dont l'ADN même serait celui de la division. Face à un héritage aussi lourd, est-ce qu'il y a une issue? Et la source ne nous laisse pas dans cette impasse, heureusement. Non, et c'est là que l'analyse bascule vers les solutions. Bien sûr, elle reconnaît qu'à court terme, il faut des mesures d'urgence. Mettre en place des services de renseignement, de sécurité. Déjouer les complots. Voilà. Mais elle est très claire là-dessus. C'est mettre des pansements sur une hémorragie. C'est nécessaire pour survivre à l'instant T, mais ça ne guérit pas la maladie. Et quelle serait la guérison alors? La véritable solution, celle qui s'attaque aux racines du mal, est résumée dans une formule. Il faut cultiver nos populations. C'est une vision à très très long terme. D'accord. Ça ne produira pas de résultats immédiats, mais c'est présenté comme la seule voie viable pour briser le cycle. Et ce terme « cultiver », il est fort. Ça va au-delà de la simple instruction. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça repose sur deux piliers. Le premier, c'est l'enseignement de ce que l'intervenant appelle la vérité historique. Sortir des récits édulcorés. C'est ça. Expliquer aux jeunes générations, sans phare, les mécanismes de la colonisation, de la néocolonisation. Expliquer comment les armées ont été formées, comment les dirigeants ont été choisis. Révéler les fractures pour pouvoir enfin les surmonter. Et le deuxième pilier? Le deuxième, c'est la sensibilisation aux enjeux géopolitiques et économiques actuels. En gros, donner aux citoyens les clés de lecture pour qu'ils comprennent les forces en jeu. Comprendre que la richesse du sous-sol attire des convoitises. Exactement. Que des puissances extérieures peuvent avoir intérêt à maintenir une instabilité pour mieux piller les ressources, et que la corruption d'un officier est souvent un outil au service de ces intérêts-là. L'intervenant lie d'ailleurs très directement cette démarche à l'idéologie panafricaine. Ah oui, il mentionne que le panafricanisme était souvent vu comme du bavardage. Précisément, une sorte de rêve d'intellectuels déconnectés.
Et il suggère que cette perception est en train de changer radicalement. Ce qui pouvait passer pour un discours un peu abstrait est redécouvert comme une grille d'analyse extrêmement pertinente. Ça devient un outil. Un outil pédagogique. L'idée que si les peuples comprennent qu'ils partagent une histoire commune, mais aussi des intérêts stratégiques communs, alors cette fameuse solidarité nationale et même continentale pourra enfin naître. En somme, si les gens comprennent qu'ils sont dans le même bateau, face aux mêmes tempêtes, ils arrêteront peut-être de se quereller pour savoir qui tient la barre et commenceront à ramer ensemble. C'est tout l'enjeu. La solidarité naîtrait d'une conscience collective. C'est un pari sur l'intelligence collective, sur la capacité des peuples, une fois informés, à déjouer les manipulations et à construire ce rempart intérieur que l'argent ne pourra plus franchir. Ce qui est frappant avec cette analyse, c'est vraiment ce déplacement du regard. On part d'un coup d'État, un événement politique bruyant, et on arrive à quelque chose de beaucoup plus silencieux et profond. Oui, une fracture historique. Une absence de nous collectif face à l'adversité. La source nous dit que l'instabilité n'est pas le problème en soi, c'est le symptôme d'une solidarité qui n'a pas pu se construire, parce que les fondations mêmes de l'État ont été viciées. C'est une synthèse parfaite. Le problème n'est pas dans les branches qui craquent, mais dans les racines empoisonnées. Et en identifiant l'éducation comme la clé pour purifier ces racines, la source ouvre une nouvelle porte. Mais derrière cette porte, il y a une question vertigineuse qui reste en suspens. C'est peut-être la pensée qu'on peut laisser mûrir. Et laquelle? Si on accepte cette prémisse, si l'éducation est la clé, comment fabrique-t-on cette clé? Qui écrit ce nouveau récit national? Comment s'assurer qu'il soit juste, rigoureux et pas une simple contre-propagande? Comment faire pour que ce récit rassemble sans exclure? Exactement. Qu'il unisse sans devenir un nouvel instrument d'une autre idéologie. La solution paraît simple en théorie, éduquer, mais sa mise en œuvre dans les réalités complexes d'aujourd'hui est un défi absolument immense. C'est sans doute là que le vrai travail commence.